La visite d'aujourd'hui se fera à Mandelieu-la-Napoule, ancien fief des comtes de Villeneuve et forteresse médiévale. La renommée de ce château commence par une histoire d'amour, la rencontre d'Henri et Marie-Clouse, qui achètent et restaurent les ruines du château de la Napoule en 1918. Arrivés, nous nous dirigeons vers la plage de la Raguette et marchons en direction du château. Sur notre chemin, nous découvrons la villa Marguerite, de type Belle Époque et ancienne demeure de la princesse de Pless, qui fait partie du domaine du château et accueille les artistes résidents de la fondation. Depuis 1947, le château de la Napoule, façades et jardins sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les Clouse restaurent durant 20 ans le château dans un style néo-médiéval personnel, mêlant des références architecturales à leur propre source d'inspiration. L'enceinte du château abrite en réalité 4 jardins. Le jardin principal et 3 autres petits jardins. Le jardin de la Mancha, les terrasses sur la mer et le jardin secret. Le premier jardin s'ouvre par une grande allée à la française. On y trouve de nombreux petits endroits cachés, invisibles depuis l'allée, qui ne se laissent découvrir que par la promenade aléatoire. Le jardin mêle harmonieusement des espaces dessinés et construits avec un fouillis de verdure et de grands arbres centenaires. De part et d'autre de cet axe central, au-delà des haies qui le bordent, on découvre des petites chambres vertes, des perspectives, des bassins, des panoramas, où le regard s'échappe vers la mer. Le dessin général révèle une grande liberté et un hétéroclisme caractéristique de l'art d'Henri et Marie-Clouse. À l'époque, diverses espèces d'oiseaux comme des paons, des flamants roses, des échassiers se promenaient en liberté dans ces jardins. En 1933, Marie-Clouse dessina et fit construire une infrastructure sur la plage voisine dont elle fit don aux pêcheurs de la Napoule. Jusqu'alors, ces derniers n'avaient aucun endroit pour entreposer leurs filets et ranger leurs barques. Marie fit ce don aux pêcheurs pour leur exprimer sa gratitude, geste d'autant plus significatif que plusieurs années auparavant, ils avaient sauvé le jeune fils Clouse, surpris par la tempête dont la légère embarcation était poussée vers le large. Si à l'origine la construction reposait sur des rochers, aujourd'hui une plage de sable fin s'étale au pied des murs pour la plus grande joie des baigneurs. La vue était également différente, le port n'existait pas, seule une côte rocheuse s'étendait à perte de vue. Le jardin secret, où Marie-Clouse allait se reposer régulièrement, est un petit jardin en coin bordé de murs dont les fenêtres laissent entrevoir la mer. Au centre, un puits vénitien monolithique rythme l'arrangement des haies et bordures. Elsie Marie-Clouse est la fille d'un banquier mélomane à qui l'on doit la fondation de l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie. Considérée dans cette ville comme la plus jolie jeune fille débutante, cette musicienne accomplie fait un séjour en Allemagne où elle découvre le style néo-gothique. Son premier époux l'emmène en voyage de noces en Chine et au Japon. Elle épouse en seconde noces Henri Clouse, séduite par son côté excentrique. Ils auront un fils nommé Mancha. Henri Clouse est davantage intéressé par l'art que par l'univers familial de la haute finance. C'est un jeune milliardaire new-yorkais qui se découvre une vocation pour la sculpture. Incompris aux États-Unis et après l'échec d'un premier mariage, il s'installe au début du siècle à Paris. Encouragé par ses échanges avec Rodin, il croque le portrait de ses contemporains avec un réalisme à la limite de la caricature, laissant libre cours à son esprit fantasque. Les terrasses, surplombant la mer, offrent un panorama unique sur la baie de Cannes et sur la côte préservée de Mandelieu et de Théoul-sur-Mer.
face se trouve le jardin de la Mancha. Sous la tour se trouve la mausolée des Cluses. Nous nous dirigeons maintenant vers la cour d'honneur. La façade du château dans la cour alterne pierres rouges et vertes de l'Estérel. Dans la cour centrale, une galerie ressemble à une galerie de cloître. Les chapiteaux de colonnes font partie du bestiaire d'Henri. Marie s'est occupée de la conception des jardins et Henri de l'ensemble des éléments décoratifs. C'est ainsi qu'il crée des sculptures d'animaux fantastiques et de personnages loufoques. Fan inconditionnel de Don Quichotte, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont nommé leur fils Mancha. La statue située à l'entrée du bâtiment est une statue d'Henri Cluse où il s'y est lui-même représenté comme un Don Quichotte âgé, avec une couronne d'oiseau sur la tête, symbole de sa liberté de créateur, et une rose à la main, symbole de son amour pour Marie. Le bâtiment est baptisé par les Cluse Once Upon a Time, et le nom donné donne l'impression d'un conte de fées. L'intérieur du château ne peut se visiter qu'avec un guide. Le couple Cluse plongeait dans le passé jusqu'à porter des costumes médiévaux par conviction ou par jeu lors de leurs somptueuses réceptions pour des hôtes prestigieux de la haute société. Ils vivaient selon les traditions de cette lointaine époque dans le cadre qu'ils avaient bâti. À certaines occasions, ils invitaient même les villageois. Les Cluse étaient considérés comme de grands bienfaiteurs de la communauté. Lorsqu'ils achetèrent le domaine, ils donnèrent la chapelle adossée au mur ouest de la propriété à la paroisse de Mandelieu. Un peu plus tard, ils firent également construire un cimetière sur les flancs du Mont Saint-Père. Les villageois avaient beaucoup de respect pour Henri et Marie Cluse et admiraient leur acharnement au travail. Lors de la mort d'Henri en 1937, la ville tout entière se joignit à la procession funèbre pour témoigner leur attachement à Marie et partager son chagrin. Ainsi, l'histoire du village de la Napoule est indissociable de celle de son château et de ses bienfaiteurs. La vie tranquille des habitants sera marquée à jamais par l'empreinte prodigieuse et bienveillante de ce couple d'artistes américains, aussi riches que fantasques. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque. Nous terminons la visite du château et découvrons un bar-plage qui attire notre attention. Vue directe sur la mer et balançoire en guise de chaise. Il n'en fallait pas plus pour nous y arrêter un moment. My bonnet, oh no, it's not a test, only the best. Belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque.
Après cette pause agrémentée d'une splendide vue sur la mer, nous continuons notre chemin et longeons le château de la Napoule le long de la mer. Nous quittons maintenant Mandelieu-la-Napoule pour nous rendre à Théoul-sur-Mer, situé à 10 km. Bien connu des randonneurs, Notre-Dame d'Afrique est un lieu de pèlerinage pour les Français rapatriés d'Algérie. Érigée en 1990, cette statue monumentale de 12 mètres de haut est l'œuvre d'un artiste azuréen, Fortune Evangelista. Réplique réinventée de la célèbre Vierge Noire de la basilique Notre-Dame d'Alger, cette œuvre a nécessité 24 ans de travaux avant son inauguration en 2014. Elle pèse 30 tonnes et est située entre le rocher des Monges et la mer. C'est une étape à ne pas manquer pour les marcheurs et pèlerins en route vers le chemin de Compostelle. La randonnée dure environ 1h30 et vous emmène dans le massif de l'Estérel, au bord de la Méditerranée, à travers des sentiers agréables à parcourir. Très facile, cette balade familiale peut aussi se faire en VTT. Et c'est sur cette dernière visite que nous terminons notre journée. À demain!